Bonjour, alors ce matin je voulais enregistrer une vidéo où je présentais un peu une partie de mon travail. C'est pas exactement mon travail que je vais montrer, mais ça ressemble. C'est les mêmes outils, les mêmes façons de travailler, juste le résultat est différent. Donc en fait, ce que je vais montrer, c'est comment déployer le site web du club de Spéléo sur un cluster. Un cluster, c'est un ensemble de machines. Donc pour commencer, le cluster il va avoir seulement une machine, mais on verra par la suite qu'on peut facilement en ajouter. Donc je vais commencer par créer ce cluster. Et là, il est parti pour une demi-heure. Donc je vais faire passer ça en accéléré et on reviendra après. Bon, donc on va pouvoir repartir. Le cluster a été, a été configuré. Ça a pris 25 minutes pour le créer. Je sais qu'il y a le mot de passe en clair ici pour accéder à la console d'administration. Mais quand la vidéo sera publiée, le cluster aura été détruit. Donc pas de problème de mot de passe perdu. Donc je prends ce cluster et je vois qu'il y a une machine qui, qui a été ajoutée au cluster. C'est une version réduite de l'OpenShift standard. Normalement, il y a deux nœuds qui gèrent le cluster, trois nœuds qui effectuent les tâches. Mais pour avoir une version plus économique, on met tout sur un seul nœud et ça suffit pour la plupart de ce que j'ai à faire. Donc, ce que je voulais montrer, c'est comment, c'est ce que j'ai mis en place pour déployer le serveur web du club de Spéléo. Donc, dans cet environnement de travail qui s'appelle Kubernetes, c'est le projet général, et OpenShift, c'est la version développée par mon entreprise Red Hat. Donc, pour déployer un serveur, on va commencer par le site web. Et le déploiement du site web, il est contrôlé par des fichiers de ressources. Donc, on voit ici qu'il y a un certain nombre de ressources. Donc, je vais commencer par créer un projet que j'appelle website Bolt. Bolt, c'est le nom du gestionnaire de contenu. Je fais un nouveau projet. Et maintenant, dans ce projet, je vais aller créer différentes ressources. Donc, je vais commencer par la base de données. Et pour faire simple, ce fichier de StorageDB, il indique où les données persistantes, les données de la base de données, doivent être enregistrées. Donc là, on va les mettre
sur le serveur dans le dossier root data website db. Donc, je vais aller créer cette ressource. Et voilà, j'ai deux nouvelles entités qui ont été créées pour définir où les données vont être stockées. Ensuite, pour notre base de données, on a un déploiement qui va créer des pods. Donc un déploiement, c'est vraiment l'application. Donc l'application de la base de données, elle est sur le site Docker Library et elle s'appelle MariaDB ou MySQL, c'est plus ou moins la même chose. On va lui donner 256 mégas de mémoire et ici, on va lui dire tu vas écrire tes données dans le volume persistant DB que l'on vient de créer. Et ce volume persistant, il sera accessible pour le pod à cette adresse. Donc, pour que ça marche, j'ai besoin d'un fichier de configuration. Donc, la configuration de la base de données, c'est le nom du programme qui va s'y connecter, l'adresse à laquelle elle sera accessible, un nom d'utilisateur pour un nom pour la base de données, un nom pour l'utilisateur, et la dernière partie, ça va être des secrets. Un mot de passe pour se connecter, un mot de passe pour contrôler. Donc ça, je ne le fais pas à l'écran, je ne l'affiche pas à l'écran. Voilà, donc là j'ai mes secrets qui ont été déployés. Donc ensuite il va me falloir un service. Et avec ça, je vais pouvoir créer mon déploiement. Donc dans la version OpenShift, on a des privilèges. Il faut donner plus de privilèges pour que la base de données puisse tourner. Donc ça c'est fait. Et j'ai mon application base de données qui est en train d'être lancée. Donc ça a pris quelques minutes pour qu'elle charge l'image de l'application et qu'elle la récupère sur le serveur. Ça a pris quelques secondes, ça a pris une vingtaine de secondes et la base de données tourne maintenant. Donc voilà, elle dit je suis prêt à recevoir des connexions, on peut continuer. Donc maintenant on va pouvoir déployer le serveur web. Donc le serveur web, il lui faut des fichiers, des localisations pour le stockage, un service pour qu'on sache comment y accéder, le pod qui contient l'application, et ça me semble bien. Et il faut les faire un par un. Donc là, on crée les fichiers, on crée la partie stockage, on crée les dossiers, les services, le déploiement. Une image est en train d'être récupérée. Ça va prendre quelques secondes. En attendant, il y a la route qu'on n'a pas créée. La route, c'est la configuration du nom de domaine, comment accéder à ce site web. Donc, dans ce fichier, j'ai configuré pour le serveur du club,
que le nom de domaine à utiliser, c'est celui-là. Mais là, j'utilise un autre serveur, donc ce nom ne va pas marcher. Donc, je vais en créer un nouveau avec cette commande. Et voilà, j'ai un nom qui a été créé en fonction du projet dans lequel je suis, du nom du service auquel je voulais accéder et le nom de domaine qui a été attribué pour mon cluster. Donc, le site web s'est déployé. Qu'est-ce qui s'est passé dedans? Donc, on est allé chercher des données liées à cette application, des configurations, des thèmes. Il n'y avait pas d'utilisateur, donc on a créé la base de données et le site web, le serveur web a commencé son exécution. Donc là, il manque une étape, c'est aller remplir la base de données du site web avec les premières informations que j'avais préparées l'an dernier pour le personnaliser pour le club de Spéléo. Donc, voilà, ça c'est pas mal. On va aller remplir, au début on va vider la base de données, on va supprimer tout ce qu'il y a dedans, on va s'y reconnecter avec les bons mots de passe, et ici on va aller recréer à partir d'un fichier local. On supprime, on connecte, on recrée nos utilisateurs. À la fin, on va récupérer les fichiers avec les images et surtout les images pour commencer. Et maintenant, on peut retourner voir ici. Et voilà, on a un site web qui a été déployé, un site web personnalisé qui a été déployé en quelques minutes. Donc là, on voit qu'on y accède avec une connexion HTTPS, une connexion considérée sécurisée. Firefox l'indique comme non sécurisé, parce que c'est un certificat qui a été généré par le site web. Et dans le cadre d'OpenShift et d'un serveur plus préparé, on va dire, comme ce que j'ai fait sur le club de Spéléo. Si on regarde ici, ces deux lignes-là vont permettre de dire à un opérateur, un logiciel qui tourne sur le cluster, d'aller chercher sur Let's Encrypt, d'aller valider un certificat et de l'associer à cette route. Donc avec cette annotation, l'accès au site web se fera de façon sécurisée. Donc là, c'était la partie site web du club. On a aussi pour le club un environnement Nextcloud, une plateforme de gestion de fichiers, d'interaction. Donc ça, je l'ai ici. Kubernetes. Donc, je change de projet. Ici, il y avait une petite modification à faire. Là, ça devrait être mieux. Et avec ça, on devrait pouvoir y accéder directement. Donc,
je crée mon secret qui est de l'autre côté. Et maintenant, je peux créer tout ça. Je rajoute un accès privilégié. La base de données et Nextcloud sont en train de se déployer. La base de données tourne. Nextcloud, ça prend un peu plus de temps parce que l'image à télécharger, l'image de l'application, est assez grosse. Donc là, on voit, voilà, dans Nextcloud, on a connecté un dossier pour les fichiers HTML et un autre dossier pour les données. Et ça y est, il tourne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il s'est lancé, il a connecté. Le Trusted Domain, c'est ce qu'on a connecté tout à l'heure, ce qu'on a configuré. Donc, c'est pas la bonne adresse, ça c'est l'adresse du site du club. Justement, comme ça, je peux montrer que, voilà, là, sur le site du club, on a le certificat qui est vérifié par les Senscript. Ah oui, la route, elle a été... ouais, donc le certificat était valide et quand j'ai lancé la commande là, la route a été recréée, donc ça je le supprime. Et j'expose à nouveau. Et cette fois, je devrais accéder au bon serveur. Il me demande de me connecter. Donc, je vais dans un autre terminal, je vais aller récupérer le mot de passe. Hop. Admin. Et voilà, on arrive au même endroit que tout à l'heure, un environnement Nextcloud qui a été configuré en quelques minutes. Bon, par contre, pour les deux côtés, ça a pris des heures avant pour arriver à mettre tout en place. Mais une fois que c'est prêt, par contre, c'est juste un ensemble de fichiers qui permettent de configurer, de contrôler tout le serveur. Voilà, donc pour la suite de la vidéo, je voulais présenter plus précisément ce que je fais moi dans mon travail. Je ne joue pas avec des sites web, ça ressemble beaucoup plus à de la ligne de commande comme ici. Et en général, j'utilise pas une machine, mais j'en utilise soit c'est des machines avec des cartes graphiques très performantes, soit c'est un large nombre de machines. Donc, bon, pour le moment, on a seulement une machine. Donc moi, j'ai envie d'aller distribuer du calcul sur, on va dire, 16 machines. Donc, je vais aller demander à OpenShift et à AWS qui est en dessous de m'allouer de nouvelles machines pour faire mes calculs. Donc pour ça, j'ai une commande que j'ai réécrite. Je vais aller dire que la taille du cluster, ça doit être 16 machines de type M4X large. Voilà, ça va prendre quelques minutes.
Donc voilà, mes nœuds, mes machines ont été créées. Donc j'ai maintenant 16 machines qui vont faire du travail, plus un nœud qui fait du travail et du contrôle. Et sur ces nœuds, je devrais pouvoir lancer des calculs. Donc voilà, pendant le temps en accéléré, j'ai construit 2 images qui vont me permettre de lancer des calculs. Voilà, donc là, c'est la description d'une tâche à faire. Cette description, elle va aller lancer un lanceur qui va donner les ordres et 16 workers, 16 pods qui vont aller exécuter les commandes sur chacun des nœuds du cluster. Et la commande à exécuter, ça va être juste une petite application qui va mesurer les temps de communication. Donc voilà, là j'ai toutes mes applications qui ont été créées, toutes sur un nœud de calcul différent. Ça leur prend quelques minutes pour aller récupérer l'image qui a été construite tout à l'heure. Donc on peut attendre, et voilà. Donc là, ils sont tous en train d'attendre leur calcul, et le lanceur a commencé son exécution, le lanceur a terminé son exécution. Donc le calcul s'est déroulé de façon correcte. Donc ça, c'est le message qui a été affiché quand le lanceur s'est connecté à chacune des machines pour donner les ordres à exécuter. Et là, on voit le résultat de l'échange de messages entre toutes les applications. Au début, on a envoyé un tout petit message de un octet, et ensuite, au fur et à mesure, on a envoyé des messages beaucoup plus gros, jusqu'à 1 mégaoctet par message. Et on a mesuré le temps que ça prenait pour que chaque nœud envoie ce message d'1 méga à chacun de ses voisins. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je vais lancer ce type d'application à différentes échelles. Au début, là, on le fait avec 16, 32, 64, et jusqu'à 192 machines, et on va regarder le temps que ça prend. Donc là, le dernier, c'était le message de 1 méga. Donc on voit que ça a pris 1 million de microsecondes pour s'exécuter. Le temps précis, c'est pas exactement ce qui m'intéressait là, c'était plus la forme de la courbe. Et on voit que c'est linéaire, ça prend pas énormément plus de temps quand on exécute avec beaucoup de nœuds. Enfin, c'est les temps auxquels on s'attendait. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle du micro-benchmark. On va regarder au niveau des opérations. Et le niveau au-dessus, c'est d'utiliser des applications plus scientifiques, plus utiles. Et pour ça, en ce moment, moi, je travaille sur l'application qui s'appelle SpecFem cartésienne. Peut-être qu'on a des images par là. Voilà. Donc, SpecFem, c'est une application qui va simuler des tremblements de terre et regarder dans différentes stations de mesure quelles valeurs ont été enregistrées. Et ça permet
ça permet d'étudier le sous-sol, comprendre comment la géodynamique de la Terre marche. Et avant de m'arrêter, je voulais juste revenir ici, c'est l'interface de contrôle d'OpenShift. Donc on peut voir par exemple l'utilisation des ressources. Là, on a un total de 68 cœurs de processeurs disponibles. On a 265 Go de RAM et 2 Tera de données disponibles, 2 Tera au total, dont combien 145 Go utilisés pour le système. Et donc, avant d'arrêter la vidéo, je vais faire un peu de ménage. Donc, tout à l'heure, j'ai créé mes 16 nœuds de calcul. Maintenant, j'en veux 0. C'est mieux dans le bon dossier. Et j'ai créé des projets avec les sites web du club de Spéléo. Je ne veux pas garder ça. Donc, je supprime ça. Je supprime cloud. Je vérifie ici. Donc là, les nœuds ils sont en train, chacun leur tour, d'être détruits. Et dans quelques minutes, on aura à nouveau seulement un nœud dans le cluster. Voilà, c'est tout ce que j'avais à montrer. Au revoir.